Il y a un son que j'entends encore parfois, même maintenant, 5 ans plus tard, comme celui d'une porte qui se ferme trop doucement, comme si quelqu'un vous effaçait avec une précision absolue. C'est la dernière chose que j'ai entendue en partant. Pas de cris, pas de larmes, juste ce déclic à peine perceptible quand la porte s'est refermée derrière moi. Pas claqué, pas verrouillé, simplement refermé comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai même pas pris la voiture. Je me souviens avoir marché 4 pâtés de maison dans le noir avec un sac de sport qui n'était même pas le mien. C'était le sien. Fermeture éclair rose, une lanière cassée. Tout ce que j'ai emporté, c'était 2 chemises, mon acte de naissance et une brosse à dents que je n'ai jamais utilisée. J'ai aussi laissé mon propre nom derrière moi, comme elle me l'avait demandé. J'ai disparu. Et vous savez quelle est la partie la plus tordue? Je pensais qu'elle me chercherait peut-être. Ne serait-ce qu'un texto, un appel, quelque chose comme « Attends », je ne le pensais pas, mais rien n'est venu. Les jours ont passé, puis les mois, puis des saisons entières ont changé et elle ne m'avait toujours pas cherché. Vous pensez probablement que je suis un grand dramaturge. Je comprends. Je veux dire, la plupart des hommes ne disparaîtraient pas juste parce que leur femme le leur demande, mais je n'étais pas comme la plupart des hommes. J'étais l'arrière-plan, un figurant. Je crois qu'au fond, je l'ai toujours su. Ces mots exacts étaient « Tu es comme le papier peint, ah. Tu es juste là. J'ai besoin d'espace pour être plus que ce papier peint. » Elle n'a même pas pu trouver une insulte correcte. Elle m'a juste réduit à de la peinture beige et au silence, et m'a dit de m'effacer comme si j'étais de la moisissure derrière un canapé. Alors, je l'ai fait. J'ai déménagé dans une ville où les gens ne posaient pas de questions. Pas de pièce d'identité, pas de carte de crédit. Je travaillais de nuit, nettoyant des distributeurs automatiques et des gares routières. J'écrivais de faux noms sur les formulaires des motels. J'ai même dormi dans un box de stockage pendant 2 semaines quand je ne pouvais plus payer le loyer. J'ai arrêté de parler au miroir. C'était plus facile de ne pas voir mon visage. Son visage résonnait toujours dans le mien. Il y a eu des nuits où j'ai voulu crier, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je n'arrivais même plus à me souvenir de mon visage quand j'étais heureux. Pas seulement avant elle, mais avant l'érosion, avant que j'apprenne à me faire si petit que je pouvais disparaître complètement. Mais ensuite, quelque chose a changé. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre. Sans timbre, sans expéditeur, simplement glissée entre 2 prospectus devant un café dans le Maine. Elle était scellée avec du ruban adhésif. À l'intérieur, une photo. C'était elle, Vera, debout devant une bannière de conférence, serrant la main d'un type à l'allure de politicien, et au dos, d'une écriture que je n'avais pas vue depuis une demi-décennie, il était écrit « Tu n'es jamais vraiment parti, n'est-ce pas ?» J'ai failli la laisser tomber. Elle m'avait trouvé, ou du moins une partie de moi. Le timing n'avait aucun sens. Rien n'en avait, car 2 jours plus tard, je passais devant l'hôtel de ville quand je l'ai revue. Pas dans une lettre cette fois, pas dans un rêve. En vrai, dans ma réalité, en chair et en os, et avec un sourire suffisant. Elle donnait un discours, portant la même robe dont je me souvenais, les mêmes gestes de la main, la même arrogance, mais quelque chose sur son visage s'est brisé quand elle m'a vu. Ses mots se sont figés en pleine phrase. Les gens se sont retournés pour suivre son regard. Puis elle a trébuché en arrière comme si elle avait vu un fantôme. Ses yeux se sont révulsés, ses genoux ont fléchi. Elle s'est effondrée là, sous les néons, sur une scène construite pour les héros. Je suis resté au fond de la salle. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié, car je savais que la version de moi qu'elle avait enterrée n'était pas restée morte. Et j'étais sur le point de déterrer chaque mensonge avec lequel elle pensait s'en être tirée. Le silence dans cet auditorium n'était pas un silence normal. C'était le genre qui vous glace la colonne vertébrale et ralentit l'air autour de vous. Tout le monde la regardait, elle, effondrée sur le bord de la scène comme une marionnette dont les fils se seraient rompus en pleine phrase. Et moi? J'étais toujours debout dans le coin du fond, à moitié dans l'ombre sous un panneau de sortie clignotant, le cœur battant comme s'il essayait de s'échapper à coups de griffes. J'aurais dû partir à cet instant précis, m'éclipser de la même manière que j'étais arrivé. Mais quelque chose, je ne sais même pas quoi, m'a ancré sur place. Peut-être la curiosité, peut-être la rancune, peut-être qu'un petit fil restant en moi croyait encore à la possibilité de tourner la page. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je ne suis pas venu pour la détruire. Je suis venu pour voir si elle avait encore un cœur. Au lieu de ça,
elle est tombée comme une pierre avant que je puisse dire un mot. Les gens se sont précipités vers elle. Les téléphones sont sortis. Quelqu'un a crié pour un médecin. Je suis resté figé, regardant la femme qui m'avait un jour dit que j'étais un bouche-trou dans le brouillon de sa vie, gisant inconsciente sur le sol, respirant à peine, sa main tremblant comme si elle poursuivait quelque chose dans un rêve. Et puis, et je jure que c'est arrivé, elle a ouvert les yeux juste une seconde, et elle m'a revu. Ses lèvres ont à peine bougé, comme de la poussière soufflée d'une boîte scellée. Elle a dit une chose, un mot. Léo. Mon vrai nom. Pas le faux avec lequel j'avais vécu pendant 5 ans. Pas le surnom qu'elle utilisait dans les bons moments. Non, elle l'a dit. De la manière dont les gens disent quelque chose qu'ils ont enterré profondément et espéraient ne jamais revoir. Comme une malédiction qui revenait. Je suis sorti. Je n'ai pas couru. J'ai marché lentement comme si je venais de voir quelque chose de trop ancien et de trop puissant pour être combattu. Je suis passé à côté de la foule qui ne m'a même pas remarqué. Ils étaient tous trop occupés à essayer de ressusciter sa réputation. Je ne savais pas où j'allais, mais mes jambes m'ont mené à 2 pâtés de maison de là, jusqu'à un banc au bord du lac. Ce même lac où Vera avait un jour jeté mon téléphone dans l'eau pendant une dispute en disant « Maintenant, tu arrêteras de te plaindre de la connexion. » Oui, je me souviens de tout. Je suis resté assis là pendant près d'1 heure, à regarder l'eau comme si elle pouvait me donner des réponses. Et puis, juste au moment où j'étais prêt à me fondre à nouveau dans le décor, mon téléphone jetable a sonné. Un texto, sans numéro, juste un message. Tu ne peux pas revenir. Ils ne savent pas. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai regardé l'écran, clignant des yeux comme si j'avais peut-être mal lu. Qui ne sait pas, et à propos de quoi? Je voulais jeter le téléphone dans le lac et oublier que j'étais jamais rentré dans son orbite. Mais au lieu de ça, je me suis levé et j'ai marché directement jusqu'à la clinique locale, celle où il l'avait emmené. Je ne me suis pas enregistré. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai trouvé sa chambre sur l'annuaire et j'ai monté silencieusement l'escalier comme un fantôme revisitant le lieu de sa mort. Elle était réveillée, allongée dans un lit d'hôpital, branchée à un moniteur, sans maquillage, les cheveux en désordre, le visage pâle. Elle semblait plus petite. Ou peut-être que j'avais l'air plus grand maintenant, après avoir passé 5 ans à apprendre à exister sans que sa voix ne dicte qui j'étais. Quand elle m'a vu à la porte, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a de nouveau murmuré. Tu étais censé rester disparu. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu, comme si je lui donnais une chance de tout réécrire. Mais ensuite, elle a dit la seule chose à laquelle je n'étais pas préparé. Léo. S'il découvre que tu es en vie, tout ce que j'ai construit s'effondrera. Et c'est là que j'ai réalisé que cela n'avait rien à voir avec l'amour, le regret ou même la culpabilité. C'était à propos de son secret. Un secret assez grand pour qu'elle veuille me voir effacer. Et elle pensait y être parvenue. Jusqu'à maintenant. Je suis resté là, dans cette chambre d'hôpital d'un blanc stérile, à regarder les yeux de Vera s'agiter comme ceux d'un animal piégé, cherchant une sortie qui n'existait plus. Il n'y avait pas de mensonge préparé pour ce moment. Pas d'histoire répétée pour adoucir la vérité. Elle ressemblait à une magicienne prise en plein milieu d'un tour, avec la trappe coincée. Sa voix était tendue, à vif. Pas de douleur, mais de peur. Une peur réelle et sans filtre. Le genre de peur dont elle se moquait quand je la montrais. Je suis sérieuse, Léo, siffla-t-elle, regardant vers le couloir comme si quelqu'un aurait pu me suivre. Apparaître comme ça, tu ne comprends pas les dégâts que tu pourrais causer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Je l'ai juste laissé se débattre dans sa propre panique tandis que je restais au bord de la pièce comme un souvenir qui refusait de rester enterré. Je n'avais toujours pas dit un mot, et d'une certaine manière, cela l'effrayait plus que tout ce que j'aurais pu crier. Finalement, elle s'est redressée dans le lit, comme si elle se souvenait qu'elle était quelqu'un d'important. Son expression s'est durcie. La Vera que je connaissais a refait surface sur son visage. Tu trouves ça dramatique? Débarquer à mon événement comme un fantôme? Qu'est-ce que tu veux, Léo? Des applaudissements? Tourner la page? J'ai souri. Juste un peu. Ce n'était même pas un sourire, en fait, plutôt un tic d'amusement que je n'ai pas pu cacher. Tourner la page, ai-je finalement dit, ma voix rauque à force de ne pas servir. Tu m'as dit de disparaître comme si j'étais un déchet sur le trottoir.
Tu n'as pas le droit de me demander ce que je veux. Elle a tressailli. Bien. J'ai sorti quelque chose de ma poche et je l'ai jeté sur la table à côté de son lit. C'était une photo, la même que celle de l'enveloppe qu'elle m'avait envoyée d'une manière ou d'une autre. Sauf que celle-ci avait une deuxième photo derrière, accrochée au dos. Une photo d'elle, debout à côté d'un homme aux cheveux sombres, se tenant la main derrière un rideau de conférence. Non professionnel, intime. Son regard s'est porté sur la photo, puis est revenu sur moi. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle murmuré. « Tu m'as envoyé la photo de face. Tu as dû oublier que la deuxième était collée derrière. » Silence. Épais. Un silence coupable. « Je ne sais pas qui c'est » ai-je ajouté en haussant les épaules. « Mais à en juger par la vitesse à laquelle tu t'es évanoui, je suppose qu'il n'est pas censé savoir pour moi. » Elle a essayé d'attraper la photo, mais j'ai arrêté sa main en plein vol. Elle s'est figée, et pour une fois, je l'ai vue. Une fracture. Le même genre de fissure que je cachais en moi quand je vivais sous sa coupe. C'était maintenant à son tour de se demander qui avait le pouvoir dans la pièce. « Tu as dit ils ne savent pas » ai-je dit calmement. « Qui sont-ils ? La presse ? Sa famille ? Le conseil d'administration de ta fondation ?» Elle est restée silencieuse, ses lèvres pressées en une ligne fine et pâle, puis elle s'est trahie. Elle a de nouveau regardé la porte, pas la fenêtre, pas le poste des infirmières, la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un de très spécifique fasse irruption. J'ai suivi son regard, puis je me suis approché lentement de la table de chevet et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, un collier de diamants, élégant, cher, pas le sien. Vera ne portait jamais de diamants. Elle disait que c'était des symboles de statut de mauvais goût pour les femmes peu sûres d'elles. Mais il était là, dans une petite boîte en velours avec une carte de visite glissée en dessous. Martin Royce, PDG, Royce Development Group. Je l'ai pris. Donc c'est lui, le type. Elle n'a pas nié. Son silence était la confirmation. Tu lui as menti, ai-je dit doucement. Tu lui as dit que ton mari était mort ou s'était enfui. Ou peut-être que tu as dit que je n'ai jamais existé. Toujours rien. Mais sa respiration l'a trahi. Des inspirations courtes et superficielles comme si les murs se refermaient sur elle. Et c'est alors que j'ai demandé ce que j'étais vraiment venu demander. Pourquoi m'as-tu envoyé cette photo ? Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi ? L'enveloppe, la photo, ton écriture. Après 5 ans sans rien, soudainement, tu me l'envoies. Pourquoi ? Et c'est laquelle a craqué. Ses épaules se sont affaissées. Elle a porté une main à sa tempe comme si elle contenait une migraine. Je ne l'ai pas envoyé, a-t-elle murmuré. Léo, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mon estomac s'est noué. Je pensais que c'était toi qui essayais de me faire chanter. C'est pour ça que je me suis effondré. Je ne savais pas que tu étais encore en vie jusqu'à ce que je te voie. J'ai reculé, les pièces commençant à s'assembler dans ma tête comme un puzzle qui aurait été retourné. Si elle n'avait pas envoyé la photo, alors quelqu'un d'autre était au courant. Quelqu'un qui voulait nous traîner tous les deux à la lumière. Et qui que ce soit, cette personne avait déjà une longueur d'avance. J'ai quitté l'hôpital cette nuit-là avec plus de questions que je n'en avais en arrivant. Les rues semblaient plus froides d'une certaine manière, comme si les ombres se penchaient plus près pour écouter ce que je pensais. J'ai continué à marcher, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un me suive, peut-être même me jette dans une camionnette et m'efface pour de bon cette fois. J'avais passé 5 ans à penser que le silence de Vera était une punition. Mais il s'est avéré que cela aurait pu être une protection, ou pire, une stratégie. Je ne suis pas retourné à mon motel. Cet endroit n'était plus sûr. Pas maintenant. Au lieu de ça, je me suis glissé dans un restaurant ouvert 24h24 au bord de l'autoroute. Un de ces endroits avec des panneaux lumineux bourdonnants et des serveuses qui ont tout vu mais qui sourient encore comme si ce n'était pas le cas. Je me suis assis dans la banquette du coin, j'ai commandé un café noir que je n'ai pas bu et j'ai de nouveau sorti la carte de visite de ma veste. Martin Royce. Je n'avais jamais entendu parler de lui, mais la façon dont Vera a réagi, cette panique figée, le genre qu'elle réservait autrefois aux visites surprises de ses parents, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle vivait un mensonge avec cet homme. Et si quelqu'un m'avait envoyé cette photo à son insu, alors quelqu'un d'autre connaissait aussi le mensonge. J'ai retourné la carte. Pas de notes, pas de gribouillis, juste ses coordonnées et un petit logo en relief dans le coin,
la tête d'un lion doré avec les mots « Royce Legacy Foundation » en dessous. C'est là que j'ai compris. La fondation, l'événement de presse, la raison pour laquelle j'étais dans cette ville pour commencer. Vera ne s'était pas seulement réinventée, elle s'était tissée dans la trame de l'empire d'un homme. Et maintenant, soudainement, j'étais de nouveau en vie, respirant, une preuve vivante que son conte de fées avait de la pourriture en dessous. J'ai sorti mon téléphone, un autre téléphone jetable, plus récent, propre, et j'ai tapé son nom dans un moteur de recherche. Mon écran s'est illuminé de gros titres. Royce Développement promet 2 millions de dollars à l'initiative de logement pour les anciens combattants. Martin Royce fiancé à la lauréate du prix humanitaire Vera Lee, le couple puissant du Nord-Est. Royce et Lee montent sur scène. Je me suis arrêté sur ce dernier. Lee. Elle avait laissé tomber mon nom comme une serviette usagée et avait adopté une nouvelle identité, propre, charitable, intouchable. Sauf que maintenant, quelqu'un l'avait touchée. J'ai fait défiler la page et j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Un communiqué de presse d'il y a 2 mois faisant l'éloge de Vera pour avoir surmonté une tragédie personnelle après la perte de son ex-conjoint. Perte, comme dans mort. Elle a dit au monde que j'étais parti. Pas de traces. Pas de funérailles. Évidemment, je n'étais pas mort, mais elle a dû inventer une histoire. Peut-être que je me suis noyé ou que j'ai disparu à l'étranger. Peut-être que je l'avais abandonné. Quoi qu'elle leur ait dit, ça a marché. Elle a obtenu de la sympathie, de l'attention, un statut, tout cela construit sur le mensonge de mon absence, et quelqu'un le savait. Je suis resté assis dans cette banquette pendant des heures, essayant de reconstituer le puzzle. Qui aurait envoyé cette photo? Et pourquoi maintenant? Pourquoi à moi? Il ne me restait plus grand monde de mon ancienne vie. Vera s'en était assurée. Elle m'avait toujours isolé, lentement et subtilement. Des amis avaient disparu de la circulation. Ma propre sœur n'avait pas répondu à mes appels pendant la dernière année de notre mariage. Vera disait toujours que c'était mieux comme ça. Moins de gens se mêlant de notre vie privée. Mais il y avait un nom qui a soudain sonné comme une cloche dans mon esprit embrumé. Mara. L'ancienne meilleure amie de Vera. Celle qui avait mystérieusement cessé d'apparaître juste avant que Vera ne me dise de disparaître. Celle qui m'avait un jour dit, « Ivre, tu es trop bon pour elle, Léo. Un jour, elle te poussera d'une falaise et te reprochera la chute. » C'était la dernière chose que Mara m'avait dite. Jusqu'à maintenant, peut-être. Et si c'était elle qui avait envoyé la photo? Et si elle avait observé, attendu, rassemblé des preuves et décidé qu'il était temps que le château de cartes de Vera s'effondre? J'ai payé mon café intact, laissé un billet de 20 sous la tasse et me suis dirigé vers le seul endroit où j'avais juré de ne jamais retourner, mon ancien quartier. Je me souvenais encore du code de la porte. Je l'avais installé moi-même quand je pensais encore que je pouvais réparer un mariage brisé avec des efforts et de la patience. Le même complexe d'appartements où nous avons vécu la dernière année. Je ne suis pas allé à notre appartement. Je suis allé au 2B, juste en dessous. L'ancien appartement de Mara. J'ai frappé à la porte. Silence. Puis des pas. Puis la porte s'est entr'ouverte. Et elle était là, plus âgée, oui. Les cheveux d'une couleur différente. Mais ses yeux, vifs, fatigués, sages. Elle m'a fixé pendant 5 secondes avant de parler. Et quand elle l'a fait, elle n'a pas dit bonjour, ni Léo, ni mon Dieu, tu es en vie. Elle a juste dit, je me demandais combien de temps tu mettrais à me trouver. Mara ne m'a pas invité à entrer tout de suite. Elle est restée sur le seuil, une main agrippant le cadre comme si elle n'était pas sûre de laisser entrer un vieil ami ou une arme chargée. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Ses yeux disaient tout. Ils ont scanné mon visage comme pour vérifier s'il y avait encore un humain sous toutes ces années et ce silence. Finalement, avec un soupir de résignation, elle s'est écartée et m'a fait signe d'entrer. L'appartement n'avait pas beaucoup changé. Le même canapé usé avec la couverture au crochet. Les mêmes étagères poussiéreuses remplies de disques et de vieux scénarios de films qu'elle n'a jamais finis. L'air sentait la cannelle et la vanille. Et pendant une seconde étrange, je me suis senti plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Elle s'est assise en face de moi, les jambes croisées sur un fauteuil dépareillé, tenant une tasse de thé ébréché qui devait être froide depuis des heures. J'ai attendu qu'elle parle. Elle ne l'a pas fait, alors je l'ai fait. C'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas, ai-je demandé.
L'enveloppe, la photo. La bouche de Mara s'est tordue en quelque chose entre un sourire et une grimace. Bien sûr que oui. Tu crois vraiment que Vera se dénoncerait de cette façon? J'ai laissé les mots s'installer. Le nœud dans ma poitrine ne s'est pas desserré. Au contraire, il s'est resserré. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. 5 ans, Mara. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Elle a expiré par le nez. Parce qu'il y a 5 ans, tu étais déjà mort. Pas littéralement, mais dans tous les sens qui comptent. Tu étais brisé, Léo. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Si je t'avais entraîné dans ce pétrin à l'époque, ça t'aurait détruit. Tu n'étais pas prêt. Ça a fait mal, surtout parce que c'était vrai. J'ai dégluti. Et maintenant? A-t-elle dit en se penchant en avant. Maintenant, tu dois voir ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait. Tu penses que c'est un triangle amoureux? Ce n'est pas le cas. Vera est en train de construire quelque chose de sombre, Léo. Elle n'a pas seulement menti à ton sujet. Elle t'a effacé pour une raison. J'ai froncé les sourcils. Quelle raison? Mara n'a pas répondu par des mots. Au lieu de ça, elle s'est levée et s'est dirigée vers un petit placard près de la fenêtre. Elle a sorti un dossier en carton si épais que les bords du papier se courbaient. Elle l'a jeté sur la table basse entre nous. Mon nom était écrit sur le devant au marqueur rouge. Je l'ai regardé fixement. Vas-y, a-t-elle dit doucement. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des documents, des dizaines. Des impressions de procès-verbaux de conseil d'administration de charité, des virements bancaires, des emails entre Vera et un homme dont le nom était barré sur chaque en-tête sauf un. Martin Royce. Il y avait des contrats, des reçus de société écran, des dons redirigés via des organisations à but non lucratif fantômes. Tout était légal en surface, mais juste en dessous, il y avait de la manipulation, de la tromperie, du vol. Elle blanchit de l'argent, ai-je murmuré. Elle réécrit l'histoire, a corrigé Mara. Et toi, tu es la pièce manquante. Tu as été le premier mensonge qu'elle a dû raconter pour que le reste soit crédible. Mes doigts tremblaient en parcourant les pages. Et c'est alors que j'ai trouvé la photo, pas celle de l'enveloppe. Une nouvelle. Une que je n'avais jamais vue auparavant. C'était moi, pris à travers la fenêtre d'un restaurant l'hiver dernier, portant ma chemise en flanelle rouge, en train de lire un livre. Je l'ai regardé, stupéfait. Tu m'as suivi? Non, ils l'ont fait. Je me suis figé. Ai-je demandé. Mara a secoué la tête. Non, pas les siens. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous surveille, toi et elle, depuis un certain temps. J'ai essayé de parler, mais je ne pouvais pas. Ma gorge était sèche. L'air dans l'appartement était devenu épais, lourd de quelque chose de non dit. Puis Mara s'est approchée, les yeux mortellement sérieux. Léo, tu n'as pas seulement disparu. On t'a fait disparaître. Elle a eu de l'aide. Elle a eu du soutien. Et les gens avec qui elle est mêlée ne se soucient pas de toi. Ils se soucient de l'exposition, du risque. Et maintenant que tu es de retour, tu es le plus grand risque de tous. Je me suis reculé, le pouce en ballant. Le dossier reposait sur mes genoux comme une arme chargée. Tout mon corps semblait vibrer. Je pensais que je venais de tomber sur un mensonge personnel. Une trahison entre amants. Une histoire sur un homme essayant de faire la paix avec un passé qu'il a brisé. Mais ça, c'était autre chose. Quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et maintenant, j'étais de nouveau en plein milieu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, tenant ce dossier épais et froissé comme s'il allait expliquer qui j'étais censé être maintenant. L'ancien Léo aurait paniqué. Il aurait essayé de tout arranger, supplier Vera de réparer les dégâts, essayer de lui pardonner, de la guérir. Cet homme-là avait été entraîné à éteindre les feux dans la vie des autres pendant que sa propre maison brûlait silencieusement en arrière-plan. Mais l'homme dans l'appartement de Mara, celui qui avait été effacé et laissé pour mort, est simplement resté assis, écoutant, analysant. Qui d'autre sait que je suis en vie, ai-je finalement demandé. Mara se tenait près de la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers une fente du rideau poussiéreux. Elle n'a pas répondu tout de suite, ce qui était en soi une réponse. Mara, ai-je répété, plus fort cette fois. Qui d'autre le sait? Elle s'est retournée, le visage tendu. Je pense que quelqu'un du cercle de Royce.
Je ne sais pas qui exactement, mais il y a quelques semaines, j'ai remarqué des choses. Des choses subtiles. Des caméras pointées sur la ruelle derrière ton ancien lieu de travail. Des questions sur ton certificat de décès. J'ai un ami à la préfecture qui a signalé quelqu'un qui fouillait dans tes dossiers en utilisant d'anciens pseudonymes. Il flaire quelque chose. C'est pour ça que j'ai envoyé la photo. Je ne savais pas combien de temps j'avais. Et tu n'as pas pensé à me prévenir. Je l'ai fait. C'est à ça que servait la photo. Un ballon d'essai. Si tu répondais, je saurais que tu étais encore joignable. Sinon, je retournais dans l'ombre. Mais tu as marché droit dans le feu, Léo. Elle t'a vu. Et maintenant, tous les autres qui comptent le savent aussi. J'ai regardé le dossier sur mes genoux. C'est assez pour l'enterrer, ai-je dit. Non, a répondu Mara. C'est assez pour vous enterrer tous les deux. Si tu ne fais pas attention. J'allais demander ce qu'elle voulait dire quand ses yeux se sont de nouveau tournés vers le rideau. Tout son corps s'est tendu. J'ai suivi son regard. Dehors, garée de l'autre côté de la rue, se trouvait une berline noire, vitres teintées, propre, immobile, moteur éteint. Mais elle n'était pas là avant. Et même à cette distance, je pouvais sentir qu'elle nous observait. Cette voiture tourne autour du pâté de maison toute la journée, a-t-elle dit. Elle ne s'est garée que lorsque tu es arrivé. Mon estomac s'est noué. Je me suis levé, me suis approché prudemment de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil. Ce n'était pas seulement une voiture. Il y avait quelqu'un sur le siège du conducteur. Immobile. Juste en attente. Tu dois partir, a dit fermement Mara. Maintenant, avant qu'il ne fasse une bêtise. Ou. Ça m'est égal. Juste pas ici. Je ne peux pas te protéger si tu restes. Je n'ai pas discuté. J'ai remis le dossier dans son enveloppe et j'ai zippé ma veste. Mara m'a mis un téléphone à clapet bon marché dans la main. Un de ces téléphones prépayés que les dealers utilisent dans les films. Utilise ça. Un seul appel. Pas de texto. Ne l'allume que si c'est une urgence. J'ai ouvert la porte de derrière et me suis éclipsé par la ruelle. L'air extérieur était vif et amer. Quelque part au loin, j'ai entendu des sirènes. Ou peut-être que c'était juste le battement de mon propre cœur. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché jusqu'à ce que je trouve une gare routière à 2 villes de là. J'ai payé en espèces, je me suis assis près du fond, l'enveloppe serrée contre mes côtes comme une deuxième colonne vertébrale. Alors que le bus s'éloignait, j'ai continué à regarder par la fenêtre, cherchant cette voiture, quelqu'un de familier. Mais tout ce que j'ai vu, c'était des reflets, mon propre visage fatigué et hagard qui me fixait. Et pendant un bref instant, je me suis demandé ce que je ferais si cela dégénérait vraiment. Si je devais choisir entre exposer Vera et survivre aux conséquences. Car voici la vérité que personne n'aime admettre. Parfois, on ne se remet pas d'une trahison. Non pas parce qu'on est faible, mais parce que la personne qu'on était avant n'existe plus. Et Vera, elle ne m'a pas seulement trahi. Elle m'a remplacé. Maintenant, je devais savoir si j'allais reprendre ma place ou tout détruire de ses cendres. Je n'avais pas dormi depuis plus de 30 heures. Mais j'étais là, affalé à l'arrière d'un bus interurbain cahotant, tenant une enveloppe comme si c'était la seule chose qui faisait fonctionner mes poumons. Le dossier de documents était pressé contre mon flanc, les bords humides de la bruine sur mon manteau. Je fixais le siège devant moi, essayant de prétendre que la brûlure lente dans mon estomac n'était que de la faim et non l'effritement de 5 années de silence. Je ne savais pas où le bus allait. J'avais dit au chauffeur que je paierais pour le trajet le plus long coûtant moins de $40. Il a hoché la tête et a pris mon argent sans un second regard. C'était une bonne chose. Moins j'attirais l'attention, mieux c'était. Car si ce que Mara avait dit était vrai et que quelqu'un dans le monde de Vera savait que j'étais en vie, alors ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un arrête de poser des questions sur moi et commence à me chercher. Le bus a gémi en traversant un pont alors que les lumières de la ville s'estompaient derrière nous, et j'ai finalement rouvert l'enveloppe. Le papier craft a craqué comme de vieux os, et glissé entre 2 pages se trouvait quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, une clé USB, petite, argentée, sans étiquette, simplement coincée au milieu du chaos comme si elle y avait toujours appartenu. Je l'ai fixée pendant un long moment, mon pouls montant soudainement dans ma gorge. Mara ne l'avait pas mentionné. Peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle était là. Ou peut-être que si, et qu'elle attendait que je la trouve moi-même.
Je n'avais pas d'ordinateur portable. Le téléphone jetable qu'elle m'avait donné était ancien et inutile. Alors j'ai attendu. J'ai passé les 4 heures suivantes à rebondir à travers des villes rurales et des parkings vides, agrippant cette clé USB dans ma poche comme un chapelet. Quand nous sommes finalement arrivés dans une ville endormie quelque part en dehors de l'autoroute, le genre d'endroit avec une station-service, un restaurant et un motel faiblement éclairé, je suis descendu. J'ai payé une chambre en espèces. Le réceptionniste n'a même pas levé les yeux de sa tablette. J'ai posé mon sac, j'ai enlevé mon manteau mouillé et je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain du motel pour la première fois depuis des jours. Je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait en retour. Joues creuses, barbe trop longue, yeux avec une lueur tourmentée. J'ai trouvé une bibliothèque municipale le lendemain matin. Un de ces endroits avec des tapis qui se décollent, un air vicié et un accès gratuit à l'ordinateur si vous donniez votre carte d'identité. J'ai dit à la femme au comptoir, je l'ai perdu dans une inondation. Elle m'a regardé de haut en bas, a soupiré et a dit, 10 minutes. Ne cassez rien. L'ordinateur a démarré plus lentement qu'un vieux chien se réveillant d'une sieste. Mes mains tremblaient en branchant la clé USB. Elle a clignoté 2 fois. Puis un dossier est apparu. Il était protégé par un mot de passe. Bien sûr qu'il l'était. Mais le dossier avait un nom, Serre. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas entendu ce mot depuis des années. Pas depuis que Vera et moi vivions dans notre dernier appartement. Nous avions l'habitude de donner des surnoms aux choses. Liste de courses, fichiers cachés, blagues stupides entre nous. Serre avait été son terme pour les secrets. Elle disait, toutes les choses sales poussent dans le noir, comme dans une serre, mais elles ont l'air belles de l'extérieur. J'ai tapé le mot, lueur du soleil. Il s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait 6 fichiers vidéo. J'ai cliqué sur le premier. L'écran s'est rempli d'images tremblantes. Vera, assise dans une salle de conférence chic, vêtue d'un de ces tailleurs trop chers dont elle se moquait autrefois. En face d'elle se trouvait un homme que je n'ai pas reconnu. Plus âgé, costume élégant, des yeux comme du givre. La vidéo n'avait pas de son, mais je pouvais lire sur les lèvres assez bien. Il a fait glisser un dossier vers elle. Vera l'a ouvert. Elle a lu, a fait une pause, l'a regardé. Elle a dit un mot. Sérieusement? Il a hoché la tête. Elle a cligné des yeux, a dégluti et a demandé autre chose. Il a répondu, et puis, lentement, son expression a changé. Plus de confusion, plus d'hésitation, juste du calme, de la froideur, du calcul. Elle a fermé le dossier, s'est penchée sur la table, lui a serré la main. La vidéo s'est terminée. J'ai ouvert la deuxième. Cette fois, elle était au téléphone. Encore une fois, pas de son, mais elle était dans notre ancien appartement. Le même comptoir de cuisine. La même tasse ébréchée. Elle faisait les 100 pas, souriant, sa bouche formant des mots que je ne pouvais pas tout à fait saisir, sauf 2 faux certificats. Je n'avais pas besoin du reste. C'était clair ce qu'étaient ces vidéos. Vera ne m'avait pas seulement effacé. Elle l'avait mis en scène. Elle avait construit tout un récit pour étayer le mensonge, des documents, des témoins, peut-être même des papiers légaux. Elle n'avait pas seulement dit au monde que j'étais parti. Elle leur a dit que j'étais mort, et elle l'avait fait avec de l'aide. J'ai regardé 3 autres vidéos. L'une la montrait en train de signer quelque chose sous un nom différent. Une autre la montrait en train de rire en prenant un verre avec Martin Royce. Et la dernière m'a arrêté le cœur. C'était moi. Une photo agrandie de moi marchant sur le quai dans le Maine, portant des courses. L'horodatage datait de 3 mois. Sous l'image, il y avait une étiquette, vérifier l'emplacement avant d'exécuter l'étape finale. J'ai retiré la clé USB de l'ordinateur si rapidement que la machine a bipé en signe de protestation. La bibliothécaire a levé les yeux. J'ai forcé un sourire et j'ai hoché la tête, puis je suis sorti en courant. Je suis resté là, sur les marches de la bibliothèque, le cœur battant contre mes côtes comme un poing. Quelqu'un savait que j'étais en vie il y a 3 mois. Ils m'ont suivi, m'ont étiqueté, ont préparé une étape finale, et je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Mais j'étais sûr que je n'allais pas attendre pour le savoir. Je ne suis pas retourné au motel. Je ne suis retourné nulle part de familier. Je suis monté dans le prochain train en direction de l'ouest sans même vérifier où il s'arrêtait. Je suis resté assis tout le trajet, le cœur battant toujours,
la clé USB enfouie dans ma veste comme si elle pouvait exploser. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai juste continué à observer chaque personne qui montait, me demandant si l'une d'entre elles était là pour moi. Au moment où je suis arrivé dans une plus grande ville, Springfield, je crois, j'avais pris une décision. Je n'allais plus fuir. J'ai utilisé le téléphone jetable que Mara m'avait donné et j'ai passé un seul appel. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. C'est l'heure, ai-je dit. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle a juste dit, où? 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café à la périphérie de Boston. Mara a tout apporté, le dossier, une deuxième clé USB, même la photo originale. Je l'ai regardé tout mettre dans une enveloppe blanche unie, puis marcher directement dans les mains de l'homme qui attendait près de la fenêtre. Il portait un costume anthracite, une cravate simple, sans chichi. Département fédéral de la justice. Ces mots étaient simples. Nous attendions cela. Mara a hoché la tête avec raideur. Je n'ai pas dit un mot. L'homme m'a serré la main et a dit, votre nom sera protégé. Vous avez ma parole. La protection des témoins peut vous donner un nouveau départ. Non, ai-je interrompu, parlant enfin. Je ne vais plus me cacher. Il a fait une pause, surpris. Vous êtes sûr? J'ai hoché la tête. Elle m'a pris 5 ans. Je ne vais pas lui en donner 5 de plus. Ce qui a suivi a été un flou, déposition, formulaires légaux, réunion avec des enquêteurs. Les vidéos de la clé USB étaient réelles, les sociétés écrans étaient réelles, le blanchiment d'argent, le faux certificat de décès, même sa relation avec Martin Royce. Tout faisait partie d'une machine soigneusement construite sur mon silence. Mais le silence ne peut soutenir les mensonges que pour un temps. Quand les gros titres ont éclaté, ils étaient partout. L'empire Royce secoué par des accusations de fraude. Le couple puissant humanitaire implose après un mariage secret. Une fausse mort révélée. Le mari dénonciateur parle. On m'a dit de disparaître. Maintenant, je reprends ma vie. Vera a été arrêtée lors d'un gala devant des dizaines de caméras crépitantes. On a dit qu'elle n'a même pas scié quand on lui a passé les menottes. Elle a juste regardé droit devant elle comme si elle croyait encore qu'elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Mais cette fois, il y avait trop de voix. La mienne incluse. Martin Royce, il s'est avéré qu'il était au courant de certaines choses, pas de tout. Quand il a appris pour moi, quand il a appris qu'elle avait simulé ma mort et falsifié notre divorce pour garder les mains propres, il était furieux. Il a témoigné et son empire a failli s'effondrer. Mais il s'en est sorti avec un accord. Je m'en fichais. Je ne faisais pas ça pour lui. Je le faisais pour moi. 1 an s'est écoulé. Je vis dans une petite ville à la périphérie d'Asheville, en Caroline du Nord. Je loue une modeste maison avec un porche qui grince chaque fois que j'ouvre la porte moustiquaire. Je travaille dans une librairie du centre-ville. Un travail calme et stable. Les gens ne posent pas beaucoup de questions et je suis enfin à l'aise sans avoir à donner d'explications. Mara m'appelle encore toutes les quelques semaines. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Elle travaille sur ses mémoires. Je lui ai dit que je ne voulais pas être un personnage dedans. Elle a ri et a dit, tu as été assez invisible comme ça, Léo. Laisse quelqu'un raconter ton histoire pour une fois. Et Vera, elle a accepté un accord avec le procureur. 5 ans minimum, peut-être plus. Je n'ai pas regardé la sentence. Je n'en avais pas besoin. Mais la semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Pas d'expéditeur, juste mon nom sur le devant. À l'intérieur, une seule phrase écrite de son écriture familière. Tu m'as survécu. J'ai plié la lettre, je l'ai brûlée dans la cheminée. Et alors que les cendres se transformaient en fumée, j'ai enfin ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. La paix. Pas la vengeance, pas la conclusion, ni même la victoire, juste la paix. Parce qu'elle m'a dit de disparaître. Mais au lieu de ça, je suis revenu. Et cette fois, je suis resté.